Alors, bonjour, je souhaite la bienvenue à l'Association québécoise pour l'éducation à domicile. Madame Berlus et Madame Delage, merci d'être là. Alors, vous disposez 10 minutes, vous avez 10 minutes pour faire votre présentation et par la suite, on passera à un appel d'échange entre les élus. Alors, sans plus tarder, je vous cède la parole. Parfait. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Mesdames, Messieurs les députés, bonjour. La CAD est très reconnaissante de faire partie du processus de consultation du projet de loi 144. Nous représentons plus de 500 familles québécoises, comptant plus de 1800 enfants, membres de l'Association québécoise pour l'éducation à domicile, qui, comme nous, ont tous à cœur le développement personnel et intellectuel de leurs enfants. J'aimerais commencer par parler de l'histoire de Félix, un jeune homme enthousiaste, allumé, passionné de la programmation informatique. Quand Félix avait 12 ans, il ne voulait rien savoir de faire ses études secondaires. Sa mère lui a proposé à plusieurs reprises d'étudier en vue de passer ses examens et d'obtenir son diplôme. Mais Félix, lui, il voulait juste explorer sa passion, les ordinateurs. Sa mère aurait pu essayer de le forcer et le pousser à faire le programme du ministère. Mais lui, il aurait pu complètement décrocher et refuser d'apprendre. Ses parents ont plutôt décidé de l'encourager dans sa passion. À 17 ans, au lieu de décrocher son DES, Félix a décroché son premier emploi en programmation. À 19 ans, au lieu de faire ses études et poursuivre ses études à l'université, Félix est devenu programmeur dans une compagnie financière de crédit. Maintenant, il a 20 ans, il gagne un salaire respectable de professionnel et il a choisi lui-même de compléter son secondaire en cours par correspondance. J'aimerais maintenant vous parler d'Émilie. Cette jeune adulte n'a jamais été à l'école. Elle n'a jamais passé un seul examen du système québécois. Pourtant, notre belle et talentueuse Émilie avait 17 ans lorsqu'elle a été acceptée à l'université en neurobiologie. Vous avez bien entendu, elle est devenue étudiante en neurobiologie à 17 ans. Au préalable, sa mère l'a aidée à rechercher les cours à distance dont elle avait besoin pour son instruction. Elle a fait à l'étranger les examens standardisés dont elle avait besoin pour être acceptée. Elle a un bel avenir devant elle. Elle a l'avenir qu'elle a décidé de s'offrir. Pour ces jeunes, l'éducation à domicile a permis un cheminement atypique dont ils avaient besoin et qui ont été un tremplin vers la réussite. C'est leur réussite, le triomphe et le couronnement de leurs efforts. Nous voulons que les bonnes intentions de tout le monde ici ne finissent pas par mettre des bâtons dans les roues des belles réalisations des familles éducatrices. Avec les possibilités offertes par les technologies de l'information, les groupes de soutien, les résultats encourageants des pédagogies alternatives, le mouvement d'éducation à domicile a beaucoup évolué. C'est un choix éducatif qui comporte beaucoup de sacrifices de la part des familles. Les parents abandonnent souvent un salaire, donnent de leur temps, payent de leurs propres moyens financiers le matériel éducatif. Ils défraient pour les sorties et les activités d'enrichissement. Ils usent de leur énergie et de leur créativité pour que leurs enfants apprennent toujours davantage. Ils sont sans aucun doute parmi les parents les plus impliqués dans l'éducation de leurs enfants. Pour en revenir au projet de loi, il y a plusieurs éléments qui démontrent une belle ouverture, entre autres les notions d'enseignement approprié, de projet d'apprentissage. Nous croyons qu'il est raisonnable de soumettre une déclaration d'intention dans la mesure où il y a un suivi respectueux du projet éducatif choisi par la famille. Nous sommes entièrement d'accord que les familles qui se prévalent du droit d'enseigner à leurs enfants reçoivent de l'information juste, qu'ils devraient recevoir, s'il y a lieu, des avis écrits avant tout recours d'un intervenant de la protection de la jeunesse. Nous sommes très heureux du guide de bonne pratique et de la mise en place de la table de concertation. Nous avons cependant des craintes, des inquiétudes face à la façon dont l'encadrement de l'éducation à domicile est proposé. Nous croyons que malgré les bonnes intentions, le projet de loi ne protège pas explicitement les familles. Ça renforce la structure actuelle, ça augmente les conflits au lieu de les résoudre, et ça contribue à une surjudiciarisation de dossiers d'éducation à domicile. Les intérêts des enfants seraient mieux servis par une approche axée sur la collaboration au lieu de la coercition. Si la mère de Félix, le jeune programmeur dont je vous avais parlé plus tôt, avait passé son temps à essayer de le forcer à se préparer pour des examens, est-ce qu'il serait programmeur aujourd'hui? Si on avait forcé Émilie à suivre une approche quelconque et à se préparer pour des examens au Québec, en même temps que de faire ses études en ligne, est-ce qu'elle aurait pu se concentrer sur son acceptation à l'université?
L'éducation à domicile est une mesure d'exception. Pour certains, c'est une soupape quand le système met trop de pression. Il y a des enfants à besoins spéciaux, des enfants doués, des anxieux. Il y a aussi des familles avec des projets distincts, des familles inspirées et inspirantes, des familles innovantes. Plutôt que d'essayer de les contrôler, ces familles seraient mieux servies et beaucoup plus collaboratives si on les accompagnait convenablement. Il faut reconnaître, respecter et démocratiser la participation des parents dans l'encadrement de l'éducation à domicile. Permettez-moi de préciser mes termes. Par reconnaître, on entend que le projet de loi doit explicitement reconnaître le droit du parent de choisir le genre d'éducation à donner à son enfant. Il doit aussi reconnaître le contexte de l'éducation à domicile, c'est-à-dire que c'est un mode d'apprentissage parfois moins structuré, conçu sur mesure selon les nécessités de chaque enfant. Donc, le suivi doit être flexible et assuré par des intervenants bien formés, spécifiquement formés pour l'éducation à domicile. Le projet de loi doit assurer le respect des choix des parents de suivre un projet éducatif adapté aux besoins et au rythme de leur enfant, ainsi que leur choix d'utiliser diverses approches pédagogiques. Ne forcez pas des parents à faire des choix contre-productifs pour vous rassurer. Soyez flexibles. Parlez à Mathieu, qui est ici. Demandez-lui comment un cadre trop serré l'aurait étouffé. Parlez-en à sa mère, qui a dû le sortir de l'école en 2e année. Il était tellement malheureux, il a passé sa toute dernière journée d'école assis dans le bureau du psychologue. Mathieu a maintenant 21 ans et il est très apprécié dans son emploi de mécanicien. Il n'a pourtant jamais fait d'examen, mais sa mère lui a offert un environnement stimulant avec plein d'opportunités. Il est heureux, il est un citoyen productif aujourd'hui. Le second terme que nous soulignons est le respect, notamment de la part des commissions scolaires. Les familles vivent de lourds conflits lorsqu'ils en viennent à faire le suivi de l'enfant. Cela explique en partie pourquoi tant de familles décident de ne pas s'inscrire. Ce n'est pas par négligence, mais plutôt un choix pragmatique pour éviter des conflits nuisibles, pour ne pas perdre un temps précieux qui serait mieux utilisé à enrichir l'expérience éducative de leurs enfants. Donc, quand on parle de respect, on demande le respect du projet éducatif et surtout un respect du rythme de l'enfant et des pédagogies. Nous rappelons aussi les conclusions du protecteur du citoyen qui remet en question la capacité des commissions scolaires de fournir un suivi adéquat. Nous trouvons excessivement problématique que le projet de loi donne plus de pouvoir aux commissions scolaires, alors que c'est l'élément qui a instauré une culture de méfiance. Nous avons vu une commission scolaire refuser l'éducation à domicile à une famille dont l'enfant disait vouloir mettre un terme à ses jours s'il devait demeurer à l'école. Le psychiatre recommandait qu'il fasse l'éducation à domicile, mais la commission scolaire n'a jamais voulu. Nous avons des commissions scolaires qui se vantent d'avoir réussi à intimider des familles pour forcer le retour de 16 enfants à l'école, et cette même commission scolaire était bien fière qu'il lui reste seulement 4 familles à achever. Il y a des commissions scolaires qui essaient d'accompagner des familles, mais qui vont blâmer l'éducation à domicile pour chaque problème que vit l'enfant, même quand le problème était présent à l'école. Ne forcez pas les parents à travailler avec des entités qui sont idéologiquement contre notre approche. Laissez la possibilité que les parents puissent travailler en collaboration avec d'autres ressources professionnelles. Par démocratiser, on fait référence non seulement à une garantie d'une bonne représentation sur la table de concertation des associations de parents, mais surtout une possibilité d'en appeler de la décision d'un intervenant. Présentement, nous n'avons aucun recours en cas de litige, ce qui n'aide pas la création d'une culture de collaboration et d'équité. Enfin, que dire des mesures coercitives? Partager des informations entre les institutions gouvernementales en l'absence d'un consentement de la famille est une atteinte grave à la vie privée de tous les élèves québécois ainsi que leurs familles. Le gouvernement devrait clarifier quels articles de ce projet de loi ne touchent pas les familles éducatrices et le gouvernement devrait prendre le temps de bien mettre en place un processus qui améliore l'expérience des familles et il devrait retirer les mesures coercitives ou du moins attendre de mettre en place un bon processus avant de mettre les mesures coercitives. Vous faciliterez l'instauration d'une meilleure réputation et inciterez par le fait même les familles à s'inscrire. La mise en œuvre trop hâtive de plusieurs articles de ce projet de loi, loin d'améliorer la situation de l'éducation à domicile, ne fera qu'aggraver les malentendus. Tous ici présents, de même que toutes les familles que nous représentons et qui suivent le débat, nous avons le même but commun. Nous voulons donner les meilleures chances de réussite à nos enfants. C'est dans cet esprit que nous vous proposons d'avancer.
Nos recommandations visent à mettre en place une collaboration réelle et constructive entre les parents et les intervenants. Alors, à la fin des travaux aujourd'hui, j'aimerais vous inviter à venir poser des questions aux familles éducatrices réunies à l'extérieur. On en a plusieurs qui sont sur le parterre et ils aimeraient ça vous voir. Plusieurs des personnes dont je vous ai parlé aujourd'hui vont être là. Alors, il nous fera plaisir de vous les présenter. Puis, les familles sont fières de ce qu'elles ont arrivé à faire et elles aimeraient le partager avec vous. Alors, au nom des membres de la CAID et de nos 1800 enfants, je vous remercie de votre temps. Merci beaucoup, Mme Berlus. Alors, on va passer à la période d'échange. Alors, Monsieur le ministre, vous disposez de 21 minutes. Merci beaucoup. D'abord, merci de votre présence aujourd'hui. Je pense que ça a été dit dès le début, puis vous l'avez dit également, c'est pas un sujet simple. Il n'y a rien de facile. J'ai parfois le souhait de m'attaquer à des situations qui sont pas simples à régler. Moi, je suis très heureux d'avoir proposé que nous discutions de ces situations-là. Ce projet de loi-là, pour moi, est extrêmement important. D'abord parce qu'il est question d'accessibilité, question de fréquentation, mais aussi question de choix. Et que ce soit dans le cas des sans-papiers, vous avez entendu au cours de la journée beaucoup de choses, que ce soit pour les établissements illégaux, on aura la chance d'en reparler aussi dans les prochaines journées. C'est vrai également avec l'enseignement à la maison. Ce qu'on souhaite, dans le fond, c'est l'intérêt de l'enfant et c'est la capacité de l'enfant de participer à un projet éducatif qui va l'amener à se développer. Mais comme société, comme gouvernement, comme ministre même, comme ministère de l'Éducation et pour tous les intervenants, bien, nous, on a à favoriser cette participation à cette obligation. Parce que la pire chose qui peut nous arriver, c'est de rencontrer des enfants devenus adultes qui viendraient nous dire « Moi, je n'ai pas eu accès à l'éducation, je n'ai pas eu accès à un projet éducatif, j'ai été brimé dans mes droits. » Vous comprenez? Moi, j'ai une préoccupation à cet égard-là. Et ce qui est intéressant, c'est que quand j'ai rencontré des gens de vos associations et de d'autres associations qui partagent le même point de vue que vous, des chercheurs qui sont ici avec nous, que je salue, qui ont contribué à ma compréhension, à celle du ministère et qui ont contribué également à la rédaction et à la réflexion autour du projet de loi, c'est qu'il y a des expériences extraordinaires. Il y a des enfants qui sont dans des situations vulnérables aussi. Et dans ce contexte-là, on se doit de trouver cet espace de cohabitation, de discussion, de collaboration, de confiance. Vous l'avez bien exprimé. D'entrée de jeu, moi, ça m'a interpellé dès le départ quand j'ai compris rapidement que j'avais l'impression, je peux me tromper, je ne veux pas dire n'importe quoi, mais j'avais l'impression qu'il y avait... C'était pas tentant de s'inscrire auprès d'une commission scolaire pour faire l'école à la maison. Je vais le dire comme ça. Et pour moi, c'est un enjeu. Parce qu'il faut se retrouver dans une situation où on est des partenaires du choix que vous avez fait, qui est une exception à la règle là, d'aller à l'école. Puis l'autre affaire, c'est qu'il faut aussi exprimer dès le départ que c'est pas tout le monde qui ont fait le choix de retirer leurs enfants de l'école, d'y consacrer son temps, sa vie et des années de sa vie. Il y a des enfants qui sont malades, qui sont dans cette situation. Il y a des enfants qui sont dans des situations particulières parce que leurs parents ont à voyager, à se promener. Il y en a qui sont dans des situations particulières de par un cheminement personnel. Alors, pour certains, c'était une contrainte, l'école, pas seulement un choix de les retirer et de faire autre chose. Alors, il faut tout prendre ça en compte lorsqu'on a des réflexions comme celle-là. Et moi, c'est pour ça que je suis content, puis très heureux, sincèrement, d'avoir mis ça sur la table en disant, ayons cette discussion. Puis je pense que c'est madame qui vous accompagne qui le disait tout à l'heure lorsqu'on s'est rencontrés. C'est pas arrivé souvent là, que l'État et vous, les parlementaires, on a la chance de parler ensemble. Et là, on l'a, cette occasion-là. Alors moi, je vais le dire comme ça, puis moi, je suis très heureux d'avoir fait ça, puis je pense qu'il faut se féliciter d'avoir la maturité d'avoir cette discussion-là. Alors, maintenant, il ne faut pas faire pire, là. Et ça, j'entends ça. Alors, il faut un meilleur encadrement, je l'exprime, mais aussi, il faut être capable d'avoir cet espace où tous pourront y travailler. J'ai entendu différents points de vue avant, je suis content d'entendre le vôtre, parce que ce serait intéressant qu'on discute dans le cadre de cet échange de comment ça se passe réellement. Bien entendu, nous, on fait une proposition. Alors, on propose de baliser. On propose d'avoir un projet d'apprentissage.
On propose que les gens s'inscrivent auprès des commissions scolaires pour qu'on puisse avoir ce qu'on nous, on pense être cette assurance, ce respect de cette obligation que nous avons envers les enfants du Québec de dire, bien, vous devez vous retrouver dans une démarche éducative. Pour nous, c'est essentiel. En tout cas, c'est le choix que nous avons fait, c'est ce que le texte dit. J'aimerais vous entendre maintenant sur les raisons qui vous poussent à ne pas travailler avec le système. Pourquoi certaines commissions scolaires sont des partenaires, d'autres pas du tout? Pourquoi vous demandez dans certaines occasions de ne pas aller à la commission scolaire près de chez vous, parce que la situation n'est pas satisfaisante selon certains de vos membres, pour aller ailleurs? Alors, j'essaie d'abord de réconcilier le fait que nous pouvons travailler ensemble avant de définir ça va être quoi la collaboration. Est-ce que vos membres ont la volonté de collaborer avec le réseau scolaire? Je vous dirais qu'on a des membres très variés, avec des opinions très variées. Je pense pas qu'il y aurait une perspective. Je vous dirais qu'il y a plusieurs membres qui auraient voulu travailler avec leur commission scolaire, mais qui ont peur parce que le mot d'ordre dans la communauté de gens qui font l'école maison, c'est si tu peux t'échapper de t'inscrire de la commission scolaire, fais-le parce qu'il n'y a pas de valeur ajoutée. Il n'y a pas de valeur ajoutée, puis les chances sont que tu tombes sur un intervenant qui est contre l'école maison et qui va tout faire, entre autres, évaluer l'examen de façon plus stricte pour que l'enfant réussisse pas, pour le retourner, pour inciter les parents à retourner l'enfant à l'école ou pour avoir une justification. Alors, on a plein d'exemples comme ça. Je vais vous dire, on a fait un petit sondage cette fin de semaine. On n'a pas eu toutes les réponses, là. Fait qu'il y a peut-être 25% de nos membres qui ont répondu. Et puis, on a demandé, il y a 60% des gens qui ont répondu qui ont essayé l'école avant de les retirer. Alors, l'école ne répondait pas à leurs besoins. Il y en a beaucoup qui ont déjà un lien avec la commission scolaire ou avec l'école. Ils ne sont pas satisfaits de la réponse ou de la compréhension de l'école, de la situation ou des besoins de l'enfant. Alors, déjà, il y a un malentendu. Déjà, on part avec un différend. Et là, on demande de continuer la collaboration avec l'entité avec laquelle on ne s'est pas entendu et c'est pour ça qu'on a sorti notre enfant. On a aussi vu que 52% des gens qui avaient une entente avec une commission scolaire ne recevaient rien comme service, autre que peut-être des évaluations. Mais il n'y avait pas d'accompagnement, il n'y avait pas de matériel, ils n'ont pas le droit de participer à des activités. Et il y en a un autre 20% qui ne savaient pas. Alors, moi, je pense que si la personne ne le sait pas, c'est parce qu'il n'y avait rien à offrir. Donc, 72% des cas, les familles ont aucun service, sauf peut-être des évaluations. Et on a, dans plusieurs situations, les commissions scolaires vont même pas nous dire l'évaluation va porter sur quel élément du sujet. On va pas nous dire quel livre on est supposé avoir lu. Alors, vous pouvez comprendre qu'il y a personne que ça leur tente de faire subir des évaluations, des fois de plusieurs journées. Des enfants de 10 ans, là, qu'il y avait 4-5 jours de suite d'examen à coup de 3 heures par jour. Puis cet enfant-là n'a jamais fait un examen de sa vie. C'est pas des situations où l'enfant va vivre une expérience positive à l'école. Je sais que, pour avoir discuté avec certains parents notamment, que parfois même, on a un enfant inscrit, puis on a fait le choix de pas aviser qu'on en avait eu un deuxième. Là. C'est un peu ça. Alors, on n'inscrit pas le deuxième. Et on m'a dit aussi, c'est pas mal plus simple avec le deuxième. En même temps, ça me questionne parce que dans les faits, si on est dans une situation de collaboration, ça devrait être positif de travailler ensemble. Il y a quelques ressources financières mises à disposition pour vous soutenir dans la situation où votre enfant fait l'école à la maison. Et sauf quelques cas, j'entends que les services, en tout cas, vous ne considérez pas qu'ils sont suffisants. Peut-être juste pour qu'on comprenne bien, parce que le vocabulaire est important, on les a tous entendus aujourd'hui, scolarisation à la maison, école maison, j'ai dit enseignement à la maison. Alors, la terminologie officielle de l'association, c'est laquelle? C'est l'éducation à domicile. L'éducation. Donc, c'est la seule que je n'ai pas utilisée. Parfait. Alors, on vous pardonne. Non, mais merci, parce que c'est pas parce que par manque d'effort de comprendre où on en était. J'avais également... je veux parler
de l'évaluation et de la progression des apprentissages avant de parler du retour possible vers une institution d'enseignement. Parce que j'entends bien, là, on peut faire le choix de ne jamais inscrire son enfant à l'école. Je répète qu'il faut, je pense, comme société, on ne peut pas être assis dans la chaise qui est la mienne et penser qu'on peut faire abstraction du fait qu'on a des enfants qui font complètement autre chose, tout en gardant à l'esprit qu'il faut protéger aussi les enfants en certaines circonstances. Alors, j'ai ça là, derrière la tête. Il y a des gens qui souhaiteront le faire pendant quelques années ou le faire pendant la durée d'un cycle pour ensuite retourner à l'école ou aller à l'école par la suite, parce qu'on voudra qu'il obtienne un diplôme d'études secondaires, parce qu'on souhaitera qu'il puisse faire une formation reconnue. Vous avez donné l'exemple de quelqu'un tout à l'heure qui s'inscrit à l'université en étant une personne admise par l'université malgré le fait qu'elle n'avait pas un parcours scolaire avant. Ça demeure, à mon avis, l'exception plutôt que la règle. À moins que je me trompe, ça ne doit pas être tout le monde qui se présente à l'université à la majorité puis qui sont capables d'y arriver. Encore là, je n'ai pas les données, là, mais je présume, d'abord, ce n'est pas tout le monde qui va vers l'université. Alors, je peux présumer que là, le bassin de gens qui iront est plus petit. Je veux vous entendre sur les apprentissages et sur les évaluations. Parce que la question va se poser pour les gens qui ne comprennent pas le choix, ou qui vont dire, bien, je ne comprends pas pourquoi eux font ce choix-là, bien, vont dire, comment est-ce qu'on peut évaluer le travail qui est fait? Comment est-ce qu'on peut soutenir, même comme parent, où est-ce qu'il en est dans son cheminement? Parce qu'éventuellement, peut-être qu'il vous surprendra en vous disant, moi, j'aimerais ça faire une formation technique X, Y, Z. Et là, à ce moment-là, ce qu'on souhaite comme société, c'est qu'on n'ait pas tout à recommencer. Alors, j'aurais voulu vous entendre là-dessus sur cette difficulté-là, là, pour nous, pour ceux qui n'ont pas fait ce choix-là, ou pour les gens qui nous écoutent puis qui vont dire, bien, je comprends pas pourquoi il ne sert pas à vis. Expliquez-nous, c'est quoi la conception de l'évaluation que vous avez de la progression des apprentissages? En fait, c'est une bonne question. Comment je pourrais... C'est sûr que vraiment, la préoccupation des évaluations vient beaucoup du milieu scolaire, puis la question d'évaluation est très cohérente dans ce milieu-là. Mais dans un contexte d'éducation à domicile, quand tu es du 1 à 1, c'est vraiment différent d'évaluer où est rendu ton enfant, qu'est-ce qu'il est capable de faire, qu'est-ce qu'il veut pas faire. Donc, il y a tout cet aspect-là qui est très pertinent quand un professeur a 30 étudiants, mais quand tu fais du 1 à 1, ça se pose vraiment différemment. C'est sûr qu'il y a la question aussi de, justement, si notre enfant nous surprend, tout d'un coup, il veut aller vers ça, puis il y a peut-être des manques à rattraper. C'est l'expérience de la communauté, c'est que quand les enfants sont motivés, c'est vraiment étonnant à quel point ils apprennent différemment, ils apprennent aussi plus rapidement, surtout quand ils ont un but très, très spécifique. Donc, là, quand j'entendais les intervenants aujourd'hui, il y a beaucoup la notion d'évaluer pour comparer avec les autres enfants, une position que des parents ne veulent pas faire par principe ou juste parce que c'est pas vraiment nécessaire dans le cadre de l'éducation à domicile. Puis c'est beaucoup aussi présenté, on veut pouvoir évaluer pour pouvoir leur donner des services, pouvoir les aider, mais dans la réalité de l'éducation à la maison, souvent l'évaluation n'est pas utilisée comme une aide pédagogique, mais vraiment pour essayer de trouver un endroit où il y a une faille dans le programme d'éducation à la maison pour forcer un retour à l'école. Donc, il y a beaucoup cette dialectique-là. J'ai utilisé évaluation et, dans le fond, progression des apprentissages, me doutant un peu de la réponse à l'égard de l'évaluation, mais il n'en demeure pas moins que j'imagine que vous avez le souci, et encore là, ceux qui le font avec, dans l'esprit de soutenir leurs enfants dans une démarche éducative autre que celle à l'école, dans ce contexte-là, vous le faites quand même en souhaitant, j'imagine, qu'il y ait une progression dans ces apprentissages, qu'on soit capable de passer à un niveau supérieur, que la curiosité vous amène à autre chose. J'essaie de voir comment on peut réconcilier la nécessité de soutenir les vulnérables par parfois un encadrement et donner de la flexibilité à ceux qui font un choix différent, mais qui, de toute façon, un jour ou l'autre, retrouveront vraisemblablement le point commun ou le chemin commun, c'est-à-dire dans le cas d'une formation ou d'un métier ou d'une profession qui nécessite une formation, un passage obligé par j'ai les acquis ou j'ai pas les acquis, et là j'ai un parcours à faire comme les autres. Là. À un moment donné, ça se termine la possibilité de faire différemment.
elle va aller en faculté de droit, ça m'a obligé à y aller à un moment donné. Et le choix n'aurait pas... Et pour avoir eu un collègue qui l'a fait, bien, un jour ou l'autre, il a fait le même chemin que moi. Et dans ce contexte-là, je veux juste m'assurer qu'il y ait le plus d'enfants possible qui aient accès au chemin si chemin ils veulent prendre. Premièrement, pour répéter ce qu'Amélie disait, quand un enfant décide de lui-même qu'il veut faire un certain parcours, c'est beaucoup plus rapide d'y enseigner les matières qui lui manquent. Alors, à ce moment-là, quand l'enfant dit « oui, je vais aller faire le droit », bien, le parent va s'asseoir, va aller chercher des mentors, va faire de la recherche sur Internet avec l'enfant pour voir qu'est-ce qui te manque. Puis là, on va le faire. Puis on va le faire l'été, on va le faire le soir, on va le faire les fins de semaine. Puis en 6 mois, on peut faire un programme qui aurait duré normalement 2 ans à l'école parce qu'on a un but puis on y travaille. Alors, c'est pour ça, quand tout le monde doit faire pareil puis on pense pas à la motivation, on pense pas au but, c'est sûr que des fois, il faut taper plus longtemps, puis il faut faire les Amérindiens plus souvent quand l'enfant a aucun intérêt pour que ça colle. Mais quand l'enfant, il veut, là, c'est pas long qu'il apprend la matière. Oh, excusez. Oui, allez-y, madame. Je vais vous donner un autre exemple. Pour la progression des apprentissages, par exemple, les frères Lyon, ou Lyons, je ne sais pas de la prononciation, ont le livre qui est vendu le plus au Québec de mathématiques. Mais eux, sur leur site Internet, ils montrent une différente progression des apprentissages pour les gens qui le font à la maison parce qu'ils disent que c'est plus naturel, cette progression-là, quand on fait du 1 à 1. Ce qui fait qu'il y a des affaires qui sont vues en 2e année à la maison, si on suit le programme des frères Lyon, qu'on voit seulement en 4e ou 5e année à l'école et vice-versa. Alors, un parent pourrait avoir comme plan que rendu en secondaire 1, l'enfant a tous les acquis du programme, mais qu'il le fasse dans un ordre différent parce que les spécialistes, ceux à qui on fait confiance d'enseigner à tous nos enfants les mathématiques au Québec, disent que cette technique-là est meilleure. Est-ce que c'est pas la nécessité de concevoir, je vais l'appeler le compromis, mais cet espace qui est le plan d'apprentissage, peut-être, ou si vous dites, moi, l'évaluation de mathématiques en 3e année, mon fils, ma fille est rendu ailleurs, je ne l'ai pas amené là maintenant parce que je le verrai plus tard, ce qui peut être aussi le choix que vous faites dans le cadre, alors j'ai appris un peu, et dans ce contexte-là, est-ce que c'est pas nécessaire justement d'avoir cette entente, ce plan des apprentissages avec une autorité scolaire, justement pour, bien entendu, là, se prévenir et soutenir les situations de vulnérabilité, mais en même temps vous donner de la flexibilité pour faire ce choix de suivre cette méthode différente de celle que mes enfants apprennent actuellement dans une école. C'est acceptable de faire ça comme ça, de dire on fait un plan, mais le plan est parce que ce qu'on dit, c'est qu'on veut que le projet éducatif du parent soit respecté. Et si le parent doit documenter son projet, je pense que ça peut même aider à la réflexion du parent, là, un peu comme faire un plan d'affaires avant d'aller chercher un prêt. Mais il faudrait pas qu'on utilise ce plan-là pour dire ben là vous enseignez pas telle notion à tel moment, ça correspond pas, il faut faire un examen, sinon il retourne à la maison. C'est cette dynamique-là qu'on veut pas. Et je vous dirais, les parents qui ont besoin d'aide, la grande majorité aimerait avoir de l'aide. La CAID, l'année passée, a répondu à 968 demandes d'aide de parents. Je veux dire, moi, là, je suis bénévole. Ôtez-moi, tu sais, j'ai pas besoin de la garder ma job de bénévole, là. Si les commissions scolaires peuvent bien soutenir les familles, puis que les familles qui sont dans des situations difficiles puissent vraiment aller chercher l'aide sans jugement, sans avoir peur. Parce que là, une famille n'ira jamais admettre que son enfant a un problème à la commission scolaire, parce que la commission scolaire va blâmer l'école maison. Fait que là, on a la police qui est aussi le travailleur social. Ça marche pas, ça, là. J'ai 2 courtes questions, Alfina. J'aurais pris plus de temps, mais on le fera à un autre moment. Merci de l'échange. Rapidement, vous avez une communauté, vous avez des gens qui travaillent ensemble, vous avez des possibilités de mettre les enfants en commun. On m'a parlé de Saint-Jérôme et d'une rencontre au parc tous les lundis ou autre exemple. Ça existe, ça, dans vos associations?
en 1 minute parce que j'ai une question importante. En fait, c'est vraiment étonnant, justement. Depuis les 10 dernières années avec Internet, c'est fou les possibilités. Puis oui, c'est vraiment une préoccupation des parents à travers le Québec au complet, dans toutes les régions. Les familles se regroupent. Il y en a, justement, c'est très organisé à Montréal. On a des centres où est-ce qu'on se rencontre pour faire des activités, pour socialiser, où les enfants, en région aussi, ont vraiment développé plein de façons de faire, de réseaux pour faire des activités, faire des visites dans les musées, visiter des entreprises. Il y a vraiment, vraiment beaucoup de ressources. Puis oui, c'est une préoccupation. Il n'y a personne qui veut faire ça tout seul. C'est vraiment un choix qu'on fait. Il faut un village pour élever tout le monde. Puis oui, on se bâtit les communautés pour que nos enfants rencontrent d'autres enfants et puis trouver du soutien dans ça. Ma dernière question est peut-être la plus difficile, puis on n'aura peut-être pas toutes les réponses aujourd'hui, mais je vous ai dit d'entrée de jeu, très honnêtement, j'essaie d'avoir le plus d'espace de réflexion et d'ouverture possible pour être capable de trouver cet espace de compromis. J'ai l'impression, je vais le dire comme ça, mais j'ai l'impression que ce projet de loi-là, dans son ensemble, c'est un vieux débat, c'est un débat d'une autre époque qu'on tente de régler en 2017. On ne l'a pas fait avant, alors faisons-le maintenant. Mais quels gestes doivent être posés pour protéger les enfants qui ne sont pas dans une démarche éducative d'école à la maison et qui, dans cette situation, on contrevient à leur droit à une éducation? Bien, je pense que c'est super important, en fait, vraiment de faire la différence entre le projet éducatif puis la loi de la protection de la jeunesse. Il y a vraiment un rôle de protection. Malheureusement, souvent, les familles de la quête se ramassent dans la cour, en cours pour des questions pédagogiques. Fait que justement, nous, dans notre mémoire à la page 56, on a présenté vraiment des critères pour évaluer c'est quoi négligence éducative, puis on veut pas justement aller en cours pour des notions pédagogiques, c'est quoi la meilleure pédagogie ou la meilleure approche. Je pense qu'il y a des façons de baliser qu'est-ce qui est une expérience éducative, qu'est-ce qui est une démarche éducative, puis qu'est-ce qui est de la négligence. Il y a vraiment une façon de faire cette différence-là. Peut-être justement de travailler avec la loi sur la protection de la jeunesse pour mettre ça clair, mais de ne pas mélanger les deux. C'est la page 46. 46. Je prends les dernières secondes pour vous remercier de votre présentation, de la qualité de l'échange, je pense, que nous avons eu. Puis c'est peut-être dans les premières où on peut avoir ce type d'échange avec une organisation comme la vôtre qui n'est pas connue des gens. Situation qui n'est pas connue des gens non plus. Alors, voilà, c'est pour ça qu'on fait ce métier-là, pour avoir des moments comme ceux-là. Merci. Merci, M. le ministre. On va passer du côté de l'opposition officielle. Alors, M. le député de Lac-Saint-Jean, vous disposez de 14 minutes. Oui, je vous remercie. Peut-être commencer ou poursuivre plutôt sur l'évaluation. Ça revient quand même c'est assez fréquent dans votre mémoire. Dans le fond, vous rejetez toute forme d'évaluation. Est-ce que je me trompe? Ou... Le portfolio est acceptable et c'est une méthode d'évaluation que les écoles alternatives utilisent. Je pense, par exemple, on parlait plutôt de l'examen d'histoire. Moi, je connais des familles qui ont amené leurs enfants au club d'Amérindiens des Premières Nations à McGill. Ils ont entendu des contes amérindiens. Ils sont allés à des powwows. Ils vont au musée puis ils voient des éléments historiques de la culture des Premières Nations. Je suis pas sûre qu'ils seraient capables de passer un examen sur papier, qui sont capables de dire tous les termes, mais ils ont vécu une expérience qui, pour nous, est équivalente. Ils ont vu, et même peut-être meilleure dans certains sens. Alors, l'examen va vraiment évaluer des éléments très précis. Si on a suivi un livre précis, mais c'est pas la seule façon de couvrir la matière que le programme demande. Et c'est pour ça que nous, on est contre les examens parce que c'est très étroit comme évaluation. Et on aimerait avoir... Il y a des parents qui veulent des examens puis qui veulent pouvoir voir. Et si c'était dans une mesure pour donner plus de services à un enfant qui a des difficultés, ça, je pense qu'il y a des parents qui seraient prêts à faire les examens. Mais si c'est pour évaluer l'équivalence entre ce qui se fait dans le programme à l'école puis ce que le parent fait, on trouve que c'est pas un outil qui est adéquat. Peut-être juste préciser, en fait, la majorité des conflits avec les familles, c'est vraiment au niveau des évaluations. Puis je pense que c'est aussi une compréhension de comment est-ce qu'on fait la différence entre évaluation puis suivi. Je pense qu'un des problèmes aussi, c'est que les commissions scolaires, c'est souvent une des façons pour elles les plus simples de suivre, de s'assurer que c'est fait. Puis souvent, ça respecte pas le projet éducatif. Donc, une de nos recommandations, justement, on aimerait ça peut-être travailler avec d'autres instances, soit avoir le choix entre plusieurs commissions scolaires, s'il y a une commission scolaire qui est plus ouverte au portfolio, aux entrevues,
Avec les écoles privées aussi, il y a des possibilités d'ouvrir la possibilité justement pour un peu éviter ce conflit qui peut être vraiment nécessaire. On n'est pas, faut juste préciser, c'est pas qu'on est contre le fait d'avoir un suivi, mais oui, au niveau des évaluations, c'est très problématique au niveau de plusieurs familles. Puis encore une fois, c'est ça, des familles, certaines le veulent, mais on voudrait pas se le faire imposer systématiquement. Mais le projet de loi le projet de loi actuel prévoit quand même que par règlement, il va y avoir de l'évaluation de la progression de l'enfant, puis il prévoit aussi qu'il y aura des évaluations. Maintenant, c'est vrai qu'on a un débat présentement, mais sincèrement, comment il va finir le débat, moi, comme parlementaire, j'en ai aucune espèce d'idée parce que c'est pas ici que ça va se décider. Évaluation, ça ne veut pas dire examen. Je sais qu'on utilise beaucoup de façon interchangeable le terme, mais comme je vous dis, les écoles alternatives évaluent la progression des enfants en utilisant les portfolios. C'est une méthodologie qui fonctionne. Et il y a plein de commissions scolaires qui le font et qui le font bien. Alors, c'est peut-être un manque de formation pour que ces gens-là apprennent comment bien faire des évaluations de portfolio, mais ça se fait. On peut savoir, d'après un œuvre écrite d'un enfant, s'il sait écrire ou non, là. Mais moi, vous écrivez noir sur blanc, il faut enlever la notion d'évaluation de la progression pour assurer une vraie éducation sur mesure pour chaque enfant éduqué hors institution. La notion d'évaluation de la progression de l'enfant est très problématique. C'est pas moi qui se trompe de terme, c'est vraiment le mot que vous utilisez dans votre on l'utilise. En fait, on a vraiment insisté parce qu'actuellement, c'est beaucoup l'évaluation qui va donner le droit ou non d'avoir une dispense de fréquentation scolaire. Puis c'est utilisé beaucoup justement pour forcer les familles à envoyer leurs enfants à l'école. Donc c'est pour ça qu'on a mis beaucoup d'emphase. Mot qui est utilisé aussi dans le projet de loi par règlement. Parce que ce que j'essaie de dire, c'est que vous dites l'évaluation, elle est problématique. Puis, vous dites même que la notion d'évaluation devrait être écartée. Or, l'article de la loi, lui, prévoit que par règlement, l'évaluation va être déterminée ensuite par le ministère de l'Éducation. Oh. Alors, ce que j'essaie de vous dire, c'est que, en tout cas, moi, je vois certainement une problématique dans ce qu'on va définir comme étant l'évaluation. Vous, ce que vous dites, l'évaluation peut être plus large que juste des examens. Il y a des commissions scolaires qui utilisent une approche qui semble être plus flexible, qui est celle des portfolios. Maintenant, je comprends aussi la préoccupation du ministre quand il dit oui, mais il y a peut-être d'autres types d'évaluations, mais quand vient le temps que si des enfants choisissent de réintégrer le réseau, comment on y arrive, comment on assure justement que le suivi a été fait durant des années pour assurer une réintégration qui est réussie, puis ensuite un apprentissage peut-être vers des études supérieures, qui est une vraie préoccupation aussi. En fait, je sais que c'est vraiment une préoccupation, justement. Il y a beaucoup de préjugés par rapport aux familles qui font l'école à la maison. Il y a souvent la présomption que les enfants sont en retard, ce qui est vraiment... C'est vrai qu'il y a des enfants qui avaient des problèmes à l'école, qui sont retirés, qui peuvent avoir des problèmes d'apprentissage. Ça fait une partie de la réalité des familles qui font l'éducation à la maison. Mais il y en a aussi beaucoup qui choisissent ça par souci d'enrichissement, qui sont au-delà des attentes du programme. Fait que vraiment, on joue avec vraiment, on représente des familles à plusieurs égards. Mais le protecteur du citoyen est vraiment clair que, je pensais que c'est la page 20, il n'y a pas de problème de réintégration sociale. Les enfants qui ont été scolarisés à la maison réintègrent très bien le système scolaire quand ils décident de le faire. Donc, je sais que c'est une préoccupation de là à dire est-ce que c'est un problème réel. Justement, si c'est ça le désir de l'enfant de retourner au secondaire, en général, il y a l'initiative. Si jamais, si on assume qu'il est en retard, mais il n'est pas nécessairement non plus en retard. Donc, on n'a pas vu de statistiques. Hein? Il n'y a pas de statistique qui dit qu'il y a un problème. Je veux dire, tout le monde pense qu'il y en a un parce qu'il n'y a pas de suivi, mais c'est pas l'absence, c'est pas le suivi qui fait la qualité, là. Alors, j'aimerais ça, moi, voir des statistiques sur c'est quoi. Madame disait qu'il y avait des gens qui avaient des retards. Hein. J'aurais aimé ça, voir les chiffres derrière ça, parce que c'est pas ce que nous, on vit comme association. Vous avez fait référence au protecteur du citoyen. Vous avez dit page 25? Exactement.
Ce que vous dites, c'est que... La page 20. En général, ces enfants n'éprouvent pas de difficultés particulières à réintégrer un programme scolaire. Tu sais, c'est des enfants qui font partie de la société québécoise, qui sont habitués. On est capable, dans nos institutions, d'intégrer des immigrants qui parlent même pas le français. Je vois pas pourquoi des Québécois qui ont toujours grandi, qui ont fait plein d'activités, seraient pas capables de réintégrer le système scolaire. Fait que oui, des fois, les enfants peuvent être en retard à certains niveaux, mais c'est pas nécessairement toujours le cas non plus. Donc, vous êtes favorable à ce qu'il y ait un projet d'apprentissage qui soit soumis à la commission scolaire? Dans la mesure, en ce moment, dans les conditions présentes, non, parce que les commissions scolaires, même si la loi change, l'attitude de la dame qui accepte le plan, là, je veux dire, il faut qu'on soit accueilli, pas supervisé. Alors, je vous dirais, dans des conditions où la personne à qui on remet ce plan-là et qui le lit, qui travaille avec nous et essaie de bonifier ou de nous aider ou de nous donner des services ou du soutien, oui. Mais dans la mesure où c'est juste un suivi pour vos statistiques, pour vérifier que ce que le parent fait, c'est bon, le parent n'est pas intéressé à participer à un acte de bureaucratie. Puis est-ce que le processus applicable aux cas de difficultés liées au projet d'apprentissage des enfants, est-ce que ça vous inquiète? Est-ce que les modalités de la reconnaissance d'un enfant avec des difficultés particulières, dans l'interprétation de qu'est-ce qu'un enfant avec des difficultés particulières vous inquiète? Oui, en fait, c'est ça. C'est sûr, on a, je pense, la même question. On n'a aucune idée de qu'est-ce qui va être dans le règlement, donc c'est super difficile de se prononcer sur le projet de loi. D'où une de nos recommandations de vraiment s'assurer d'ajouter un article à l'article 15.4 qui spécifie que même si l'enfant a des difficultés, que ça remet pas en question la capacité de faire l'éducation à la maison, mais c'est sûr que oui, ça peut être un sujet d'inquiétude. D'où aussi l'intérêt peut-être de collaborer avec des écoles, dont les écoles privées, qui sont plus aptes à dire est-ce que c'est normal qu'un dyslexique ou quelqu'un qui est autiste qui soit à ce niveau-là ou qui ait plus de difficultés. Actuellement, les parents qui vivent ça veulent pas faire évaluer leurs enfants, pas parce qu'ils veulent pas aider leurs enfants, mais ils ont peur des conséquences que ça pourrait avoir sur leur capacité à poursuivre leur projet d'éducation à domicile. Dans plusieurs cas aussi, c'est souvent des enfants qui ont été retirés de l'école parce qu'il n'y avait pas les ressources, parce que leurs enfants étaient juste misérables, puis ils voulaient justement mieux pour leurs enfants. Donc, oui, essayer de trouver, s'assurer que oui, il y a un suivi adéquat pour les jeunes, mais en même temps, c'est tellement diversifié la communauté, les enfants, leurs besoins, que c'est très difficile justement de le baliser dans quelque chose, dans une petite boîte. Puis l'affiliation à la commission scolaire, évidemment, elle est liée au lieu de résidence, c'est ça? Ouais. Donc, vous ne pouvez pas demander d'être affilié à une autre commission scolaire présentement. Mais qu'est-ce qui arrive en cas de conflit, justement? Tu te ramasses en DPJ. À DPJ? C'est la DPJ? Tu vas... Oui. 7 % de nos membres ont des conflits actifs, dont 3 % ont de la DPJ, des visites de la DPJ en ce moment. Si je rencontre une famille qui fait l'éducation à domicile depuis 10 ans, je lui demande pas « Est-ce que la DPJ est déjà venue chez vous? » Je leur demande combien de fois la DPJ est venue chez vous. Moi, vous allez excuser mon ignorance là-dessus, mais j'ai aucune idée comment la DPJ intervient, de quelle manière, parce que là, sous quel motif elle peut intervenir, la DPJ? Bien, en fait, justement, si, par exemple, justement, le parent ne veut pas signer le contrat que la commission scolaire leur impose, qui veut imposer les examens, elle appelle la DPJ, dire ses enfants sont en non-fréquentation scolaire, la DPJ... C'est en raison de l'obligation obligatoire de la fréquentation scolaire. Oui, c'est parce que c'est pas le ministère de l'Éducation qui intervient, c'est la DPJ. Non, c'est ça. OK. Je comprends. Donc, s'il n'y a pas d'entente avec la commission scolaire, et là, ces ententes-là ne sont pas encadrées, varient d'une commission scolaire à l'autre. Donc, certaines commissions scolaires sont très strictes dans ce qui s'est demandé aux parents par rapport à d'autres. On a vu des ententes et des guides de 20 ou 30 pages là, de critères et de choses que les parents devaient faire. Réelle nécessité de légiférer, d'intervenir et de donner un bon guide. Ça, je comprends bien. Maintenant, j'aimerais encore mieux qu'on discute des modalités, M. le ministre. Ça nous aiderait à approfondir. Par contre, je comprends nettement mieux la géométrie variable dont on faisait référence tout à l'heure, la Fédération des commissions scolaires. Vous, une de vos demandes, c'est que vous pourriez choisir une commission scolaire ou qu'il y ait une commission scolaire attitrée à l'ensemble des parents
La CAID passe énormément de temps à faire de la médiation entre les parents et les commissions scolaires parce qu'il y a un manque de compréhension des deux côtés. Alors, les commissions scolaires, il y en a 72. Il y a des intervenants qui changent aux 3 ans. On est constamment en train de rencontrer des intervenants pour leur donner le cours 101 de l'éducation à domicile, leur expliquer comment la pédagogie du parent peut varier un peu, mais qu'est rendu à 16 ans, l'enfant va être à même place ou meilleur que l'enfant à l'école. Ça devient très difficile et on trouve des parents qui ils sont chambranlants au début, là. Ils savent pas trop, leur enfant a une problématique, ils sortent d'école, ils essaient de dealer avec ça. Puis là, on a une commission scolaire qui leur demande le plan pédagogique avec le langage pédagogique. Il faudrait qu'on embauche un conseiller pédagogique à temps plein pour remplir un bout de papier. Puis l'enfant est en maternelle, en première année. À un moment donné, on demande aux parents d'écrire des thèses de doctorat pour justifier l'éducation d'un enfant en 2e année. Ça n'a comme pas de sens. Il me reste 1 minute. Bon. Il y a beaucoup d'enjeux, en fait, que vous avez soulevés. Puis, mais il y a quand même, je constate, là, au terme de la journée, l'association des directions d'établissement, en tout cas, c'est peut-être pas la formulation exacte, là, mais les directeurs d'école ont beaucoup mis l'emphase sur l'importance de l'évaluation d'une rencontre régulière. Vous, j'ai l'impression que vous souhaitez davantage de flexibilité et d'une approche négociée avec des intervenants qui connaissent bien votre réalité. En fait, on veut vraiment... Les parents recherchent des ressources, puis ça serait vraiment le fun que les commissions scolaires ou les écoles soient une ressource, mais actuellement, c'est rarement une ressource. Puis c'est vraiment oui. Je voulais dire, d'après une étude de Christine Brabant, 44% des familles qui font l'éducation à domicile ont un des parents qui a un lien quelconque avec le monde de l'éducation. Il a été formé comme pédagogue ou il est enseignant. Alors, dans notre communauté, on a beaucoup de gens qui connaissent l'éducation traditionnelle et qui ont choisi de faire l'éducation à domicile. Il me semble qu'on devrait pouvoir trouver des intervenants qui ont fait eux-mêmes l'éducation à domicile, qui ont côtoyé la communauté pour faire l'évaluation, qui peuvent faire le pont. Est-ce que vous avez regardé les autres modèles ailleurs, en Ontario ou ailleurs au Canada, du type d'encadrement qui existe sur l'école à la maison? Il y en a, en fait, chaque province est vraiment différente, mais il y en a qui sont vraiment plus, par exemple, je pense en Colombie-Britannique, il y a vraiment la possibilité des familles de faire l'école à temps partiel, de choisir d'aller juste pour certains cours spécifiques. Ils donnent l'argent aux parents ou déductibles d'impôts pour justement les ressources éducatives. Il y a beaucoup, en Colombie-Britannique, il y a quand même beaucoup de flexibilité, mais encore là, ça varie vraiment d'une province à l'autre. Mais il y a des modèles, oui, clairement. Puis ceux qui sont les plus stricts en termes de réglementation donnent le plus de choix d'intervenants avec qui travailler. Parce qu'il y a une différence entre les règles puis la façon qu'on applique les règles, puis la flexibilité qu'on peut avoir pour trouver les accommodements. Alors, pour nous, c'est l'entité qui va faire l'évaluation est presque plus important que les modalités. Puis j'aimerais ça vraiment... Je ne parlerai même pas d'évaluation, mais le suivi, parce que c'est pas tant... On n'est pas contre le suivi, mais ça dépend toujours c'est quoi un peu les motivations derrière ce suivi-là. On aimerait vraiment ça que, oui, que ça soit vraiment pour donner des ressources. Il y a plein de parents qui ont des problèmes, ils ont des enfants avec des problèmes d'apprentissage qui bénéficieraient, mais actuellement, ils n'ont pas accès à ça. Dès qu'ils s'ouvrent aux commissions scolaires, ben ils ont une menace pour réintégrer le système scolaire. Donc, c'est vraiment la problématique. Ouais. Merci. Alors, on va passer du côté de le deuxième groupe de l'opposition. Alors, Monsieur le député de Chambly, vous disposez de 9 minutes. Merci beaucoup. Je vais poursuivre sur votre lancée de suivi. C'est une question qui est revenue à quelques reprises aujourd'hui. Si je comprends bien, vous souhaiteriez avoir accès à des ressources professionnelles quand des enfants ont des besoins particuliers. Parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui font l'école à la maison, des fois pour ces raisons-là, que ce soit orthopédagogue, psychoéducateur. Vous souhaiteriez avoir accès à ces ressources-là de la commission scolaire s'il y a un diagnostic qui est justifié. On ne veut pas sauter les lignes. On ne veut pas enlever les ressources d'un enfant pour les donner. On veut être dans la liste
où il serait s'il était à l'école, puis ça sera quand ça sera son tour. Mais l'affaire, c'est que là, en ce moment, pour avoir ces services-là, il faut que les parents laissent leurs enfants à l'école jusqu'à temps que les services soient disponibles. Il y a plein de parents qui aimeraient ça sortir leurs enfants, aller chercher leurs propres ressources le temps qu'ils attendent d'avoir celles publiques, mais ils aimeraient ne pas perdre leur place en ligne parce qu'ils sont allés de leur poche défrayer des frais liés à cette problématique-là. OK, oui, non, ça, je comprends. Ça, c'est sûr. L'idée, c'est pas de prendre les services d'un enfant à l'école pour plutôt le donner à un enfant qui ferait l'école à la maison. Il y a un enjeu d'ajout de ressources, tout simple, parce que en même temps, les commissions scolaires à l'heure actuelle, avec à peu près 1 000 ils n'ont pas beaucoup d'argent pour donner des professionnels. Ils peuvent toujours bien faire un petit encadrement, un petit accompagnement. Vous dites qu'on n'en a même pas pour 1 000 mais loin s'en faut, j'ai l'impression que vous dites que vous n'en avez pas pour même 1 ou 2 dans certains cas. Mais pour un enfant, supposons qu'il y aurait 2 heures d'orthopédagogie par semaine, le 1 000 passerait très vite. Là. C'est à géométrie variable, le besoin d'accompagnement, d'encadrement, de soutien pour les parents versus vraiment un support professionnel pour un enfant qui aurait des besoins spécifiques, c'est pas pareil du tout, là. Il y a un compromis à avoir. Hein. Il faut pas oublier que vous avez une main-d'œuvre gratuite. Alors, c'est pas nécessairement l'orthopédagogue qui est obligé de faire toutes les démarches avec l'enfant. Un parent là, qui aurait le droit à 1 heure de temps d'un orthopédagogue par année en ferait beaucoup plus. Parce qu'il poserait les questions, il demanderait quelle technique je devrais utiliser. Puis le parent va faire ses devoirs à la maison. Là. Le parent, il est motivé. Il va. Fait que si on attitrait une couple d'orthopédagogues, un 800 orthopédagogues là, pour les familles qui ont des enfants à la maison, je vous garantis là, que vous aurez des résultats pour ça. Là. Oui. Il y a une autre problématique que vous soulevez beaucoup, c'est quand il y a des conflits. Bon, puis il n'y a pas toujours des conflits, puis c'est pas toujours à cause d'un conflit que des parents font l'école à la maison, mais quand ça arrive de forcer les parents à avoir une entente, à avoir un projet d'apprentissage, puis un suivi avec l'école quand le conflit est avec l'école, c'est difficile. Je comprends que vous voulez une espèce... Il faut comme retisser la ligne de confiance. J'ai l'impression que pour beaucoup de familles, la ligne de confiance est brisée. Et je pense que dans un cas comme ça prend un mécanisme d'appel. Parce qu'il y aura toujours les parents, les intervenants qui soient à l'école ou à la commission scolaire, puis bon, c'est des humains, il peut y avoir un conflit, que ça peut être occasionné d'un côté ou de l'autre. Le mécanisme d'appel en ce moment au Québec, c'est le protecteur de l'élève. Mais disons que j'ai beaucoup d'appels à mon bureau de comté pour nous dire que ça ne fonctionnait pas. Je ne dis pas que ça ne fonctionne pas 100% du temps, mais disons que la moyenne au bâton n'est pas très élevée. Si on revoyait le protecteur de l'élève, si on lui donnait une indépendance par rapport aux commissions scolaires, parce qu'en ce moment, il y a un lien assez fort entre les deux. Ils sont vraiment, si c'était le protecteur de l'élève pour vrai, est-ce que vous pensez que ça pourrait être un lieu d'arbitrage si jamais il y a un conflit sur le fameux projet d'apprentissage? Dans la mesure où il y a 72 commissions scolaires puis qu'il y aurait 72 protecteurs de l'élève, j'aurais de la difficulté à croire que les 72 seraient aptes à vraiment comprendre l'éducation à domicile. L'idée d'avoir certains protecteurs de l'élève qui seraient spécialistes, ça, je pense que ça pourrait être très intéressant. Mais l'idée, c'est financer. Moi, je suis conseillère en gestion, hein. Puis l'idée de former 72 commissions scolaires, certaines ont juste un enfant ou 2 enfants à suivre. Pour moi, mes oreilles brûlent. Là. Je me dis, l'argent qu'on va dépenser à essayer de former tout ce monde-là, plus les protecteurs du citoyen, c'est trop. Concentrez vos efforts dans de plus petits groupes de gens qui vont vraiment comprendre la situation. Et vous allez avoir moins de malentendus et ça va coûter moins cher. Je pense que déjà, en fait, une aussi, pour continuer sur cette lancée-là, déjà, si on avait plus de choix de qui fait le suivi, que si jamais on est insatisfait avec cette commission scolaire-là, on puisse aller voir une autre commission scolaire qui diminuerait beaucoup les conflits possibles. Je pense que ça forcerait aussi à avoir des meilleures pratiques en termes de suivi qui pourraient être vraiment positifs pour justement mettre l'idée du protecteur de l'élève en ultime recours.
Plus tôt aujourd'hui, il y a eu l'association, je sais pas, des écoles privées, ou en tout cas l'association des regroupements des collèges privés qui sont venus nous dire, nous autres, on pourrait en faire de l'accompagnement. Ils sont venus lever la main. En même temps, on se dit, bien là, si les commissions scolaires sont équipées et peuvent le faire gratuitement, pourquoi les parents paieraient? Mais il y a un côté de moi aussi qui dit, bien, la liberté de choix au Québec jusqu'à nouvel ordre, ça existe. Les parents qui choisissent de faire l'école dans une institution ont le choix entre le réseau privé et public. Est-ce que vous souhaiteriez que les parents qui font le choix de l'école à la maison puissent eux aussi avoir cette liberté de choix et pouvoir choisir entre le réseau public et privé pour faire l'entente et le projet d'apprentissage? Je pense que plus qu'on a d'options comme parents, le mieux c'est. En même temps, je ne vais pas dire que ce sera aller vers le système public. C'est sûr que l'enveloppe qui est attitrée pour l'enfant devrait suivre l'enfant, même s'il se fait suivre dans une commission scolaire avec une école privée. Pardon. Donc, c'est sûr que les modalités sont pas faites, mais de plus qu'il y a d'options, je pense que plus que on serait capable, en fait, de vraiment aller à quelque part, d'avoir une collaboration, puis de voir qu'est-ce qui fonctionne pas spécifiquement au Québec. Et, bon, il y a toute la mesure d'évaluation, de tests, d'apprentissage. Vous le voyez comme quelque chose qui est imposé par le gouvernement, par la loi, par les commissions scolaires. Pour vous, c'est coercitif dans le sens de, si vous m'imposez un test, bien, selon le résultat du test, vous allez peut-être me dénoncer ou me forcer. Mais est-ce qu'il n'y a pas un compromis à faire, à dire à quel... vous n'êtes pas des partisans des tests standardisés, mais est-ce que vous accepteriez qu'il y en ait? Et si oui, à quel moment charnière vous dites, OK, on ne veut pas trop souvent d'évaluation formelle et d'examen, mais on est prêt, supposons à la fin du primaire, ou à la fin de chaque cycle, ou seulement à la fin du 5e secondaire. C'est quoi votre position là-dessus? Je dirais en fait pour aucun test obligatoire. Je pense que c'est vraiment l'impression, si on veut vraiment représenter toutes les familles puis tous les enfants, c'est vraiment une position super problématique. Je pense que ça devrait être disponible pour les familles qui veulent le faire. Certains parents veulent voir justement ou le comparer à plus le système scolaire traditionnel. Il y a d'autres parents qui sont pas intéressés ou il y en a d'autres pour des approches pédagogiques même veulent pas faire ça, refusent justement la question d'évaluation. Il y a plein de pédagogies alternatives aussi qui remettent en question l'utilité puis la validité de ces évaluations-là. C'est sûr, faudrait faciliter l'accès pour les gens qui veulent faire les examens au secondaire, pour les examens de 4e et 5e secondaire. Actuellement, c'est très difficile pour les familles qui veulent justement aller vers ça. Donc, il y aurait une façon de rendre ça disponible et accessible pour les familles qui veulent le faire, mais de là à l'obliger, je verrais pas la pertinence dans un contexte d'éducation à domicile. Il y a des jeunes qui font l'éducation à domicile parce qu'ils sont anxieux. J'en ai un qui est suicidaire. Je veux dire, il y a plein de situations, là. L'idée de se baser sur l'examen seulement, je veux dire, moi, je pense que c'est dangereux. C'est déjà une mesure d'exception. C'est déjà ce qu'on fait quand l'enfant ne fait pas dans le système. Fait que d'essayer de remettre des composantes du système puis de dire, ben juste cela, vous savez pas c'est lequel qui va vraiment détruire une famille. Puis tout à l'heure, le ministre disait que la pire affaire qu'on pourrait faire, c'est d'avoir un enfant qui vient puis qui dit, j'ai pas eu les services, j'ai pas eu l'éducation qu'on me devait. Mais moi, je pense que la pire affaire, c'est mes parents savaient ce qui était le mieux pour moi, puis l'État est venu imposer des affaires, puis c'est ça qui m'a détruit. C'est ça qui m'a mis de l'autre bord, tu sais, que mon docteur, mon psychiatre, il a dit que je devrais pas le faire. Ou peut-être qu'il n'y en a pas de psychiatre parce qu'il y a des listes d'attente, puis le parent le sent que son enfant est sur le bord, puis qu'il veut pas, tu sais, c'est pas le temps de donner des examens. Imposez pas. Soyez flexible. Puis si vous avez une façon d'aller chercher les parents vont vouloir travailler avec vous. Ils vont vouloir que leurs enfants progressent. Ils vont vouloir avoir des services et l'aide. Commencez comme ça, puis après ça, regardez. Si ça marche pas, là, regardez les mesures coercitives, mais commencez pas par mettre les gros sabots avec les examens, puis vous allez perdre plein de familles qui ont déjà perdu la confiance dans le système. Mme Berlus et Mme Delage pour votre contribution à nos travaux. Alors, la commission ajoute ses travaux à demain à 9h30.